On a l'habitude, dans ce genre de séquence consacrée à une équipe, de commencer par un espèce de bilan de la saison et ensuite de se projeter vers les playoffs. Sachant que les playoffs sont maintenant à 10 matchs et qu'on parle d'une équipe qui est vraiment dans la course aux playoffs, je vous propose d'inverser le programme habituel et parler dès le début de cette séquence des playoffs. À l'heure où on enregistre samedi. Voilà, c'est mieux de préciser. Les Nuggets ont un bilan de 40 victoires pour 33 défaites. Ils sont 9e à l'ouest, un match derrière le Jazz d'Utah, sauf que le Jazz d'Utah dispose du tiebreaker sur les Nuggets, qui donne en réalité 2 matchs d'avance pour Utah sur les Nuggets. Les Nuggets, selon Basketball Reference, ils ont que 23,7% de chance de se qualifier pour les playoffs, 538 leur en donne que 22% de chance, et pour cause, la fin de calendrier des Nuggets s'annonce très difficile. Ils se déplacent en back-to-back à Philly, puis à Toronto. Ils finissent un road trip de 7 matchs à OKC. Ils jouent ensuite Milwaukee et Indiana, puis Minnesota à domicile, avant de finir durant leurs 3 derniers matchs par un déplacement à Los Angeles pour jouer les Clippers, la réception des Trailblazers et un déplacement à Minnesota. Selon la statistique, la force du calendrier, c'est le calendrier le plus dur pour finir cette saison. Question simple, est-ce qu'ils vont faire les playoffs? Et Tom, tu n'as pas le droit de me dire oui et non. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'en fait, c'est une équipe qui est très mauvaise à l'extérieur. Ils sont à 13-24 à l'extérieur, dont 7-8 face aux équipes à moins de 50%. Et là, ils sont privés de Gary Harris, donc je ne pense pas qu'ils le feront pour ces raisons-là, en plus du calendrier. Et surtout que Utah, qui est à ce moment 8e, a l'un des calendriers les plus faciles restants, et Minnesota aussi. Peut-être, Pierre, avant de te donner la parole, juste pour un titre de comparaison, le calendrier du Utah, ils se déplacent à Golden State, ils reçoivent Boston, puis Memphis, ils se déplacent à Minnesota, ils reçoivent Lakers, puis Clippers, ils se déplacent à Los Angeles, ils reçoivent les Warriors et ils se déplacent à Portland. Donc ça passe, et je parle même pas des Timberwolves qui jouent quand même au cours de leurs 9 derniers matchs, ils jouent les Grizzlies, les Hawks, les Mavericks, les Grizzlies même 2 fois, donc c'est vraiment cadeau. Non, moi, au-delà du calendrier, je pense qu'ils vont pas faire les playoffs. Je prends pas en compte le calendrier parce que tu sais pas, par exemple là les Warriors viennent de perdre Curry, tu sais pas s'il va jouer. T'as des équipes, tu sais pas si elles joueront encore des choses. Par exemple Portland sera peut-être déjà 3e assuré quand ils les joueront, enfin tu vois. Du coup même sans le calendrier, je pense qu'ils les feront pas. Parce que parmi les équipes qui jouent les playoffs, je trouve que c'est la moins en forme, on va dire, qui a une moins bonne dynamique en ce moment. Et en plus, il y a la blessure de Gary Harris et Paul Millsap qui revient juste. Et il y a pas mal de choses qui font qu'ils sont dans cet état-là. D'accord, je suis d'accord avec vous. Pour moi, ils vont pas les faire. Et c'est là où, je l'avais dit dans l'introduction, c'est une vraie déception pour la franchise. Parce que clairement, on avait ramené Paul Millsap cet été du côté de Denver. On avait déjà raté les playoffs de peu l'année dernière. Là, il risque encore d'être raté pour quoi? 1 ou 2 matchs à la fin. Est-ce qu'on peut dire, j'emploie les grands mots, mais on est d'accord pour dire que c'est une déception quand même, cette saison pour les Nuggets? Oui. Pas vraiment. Enfin, c'est décevant qu'ils fassent pas les playoffs, mais globalement, l'équipe a quand même grandi tout au long de la saison. Ils font une meilleure saison quand même que l'année dernière, donc je sais pas si on peut dire que là c'est une déception vu que c'est juste que le niveau global de la conférence a augmenté un petit peu plus que leur niveau à eux. Mais justement, sachant que tu as rajouté Paul Millsap, est-ce que c'est pas... Sachant que tu es une équipe jeune qui a en plus rajouté Paul Millsap, certes, tu as perdu Gallinari, le fait est que si la conférence augmente de niveau, et encore, je pense que c'est vraiment à remettre en perspective parce que le fait est que le bilan de Denver sera gonflé par les 8 équipes qui sont qui tankent bidons en NBA. Pierre, ton point de vue sur ça, est-ce que toi, t'appellerais ça une déception? Ouais, plutôt, parce que autant je vois la progression individuelle des joueurs, autant collectivement, je m'attendais à quelque chose de vraiment mieux par rapport aux saisons d'avant. Donc, Millsap a pas beaucoup joué, il a pas pu se mettre dans le collectif, mais au-delà de ça, ouais, je m'attendais à mieux, quoi. Surtout, on va en parler plus tard, mais défensivement, ils passent toujours pas ce cap-là. Les autres équipes ont progressé et eux, ils devaient justement être à la tête de toutes ces équipes qui progressent. Et la plupart, je pense, d'entre nous, les mettaient 5, 6 au classement et assez largement. Et au final, ils n'ont pas confirmé les attentes qu'on avait d'eux parce qu'ils laissent passer des matchs, parce qu'ils ont des mauvaises passes, parce que, enfin voilà. Et ouais, moi je les trouve, c'est décevant.
niveau résultat, parce qu'à un moment donné, il faut avoir des résultats aussi, quoi. Je sais bien que c'est encore des jeunes joueurs la plupart, mais tu dois avoir des résultats avec ce groupe-là et cette équipe-là, quoi. Oui, je suis d'accord avec ça, mais après, c'est une équipe qui va peut-être finir à 45, c'est une équipe qui va peut-être finir à 45 victoires, presque à 52-53% de victoires. Donc, alors oui, peut-être qu'ils vont manquer les playoffs, mais je dirais pas que c'est une grosse déception en fait. Je vois pas uniquement le côté résultat, mais aussi le processus. Ouais, mais ton bilan, il sert à rien si t'amènes rien au bout, enfin, pour moi. Surtout que l'année dernière, ils sont à 40 victoires. C'est pas comme si on parlait d'une équipe qui l'année dernière était 12e à l'Ouest et qui avait 30 victoires. Là, ils vont gagner d'une année sur l'autre, ils vont gagner, allez, on sait pas, mais quelque chose comme 4 ou 5 victoires. Si en plus tu prends le fait qu'il y a 8 équipes qui ne servent à rien dans la NBA cette année pratiquement, désolé, et qu'en plus toutes les autres équipes ont subi le processus, le cycle de blessures qu'a subi les Nuggets, qu'ont subi les Nuggets avec Millsap et puis Gary Harris, moi je suis quand même déçu. Et surtout, comme l'a dit Pierre, j'ai regardé leur calendrier et c'est surtout là où le bas blesse. Ils ont quand même réussi à perdre cette année contre les Knicks, les Mavs, les Lakers, les Kings, les Hawks, les Suns et les Grizzlies. Ils ont perdu contre toutes les pires équipes de la NBA à un moment. C'est pas possible. Oui, et puis même tu vois, pour contrebalancer l'histoire de défaites à la maison et défaites à l'extérieur, par exemple, ils ont un bon bilan à la maison. Donc ils sont à quelque chose comme 27-20 ou quelque chose comme ça. Enfin, ils profitent très bien de l'avantage que leur procure l'altitude à Denver, sauf qu'ils ont quand même perdu. Ils ont quand même perdu face à Atlanta, face à Phoenix et face aux Sixers qui étaient à 1-10 sans Embiid. Dans ces 10 défaites à la maison. Et là, les défaites qui leur font les plus mal sur ces dernières semaines, c'est la défaite face à Memphis, la lourde défaite face à Dallas, la défaite contre les Lakers où on parlait plus de ce qui se passait en dehors. S'est passé hors terrain avec Lonzo Ball et Jamal Murray, et aussi la défaite contre les Clippers, c'est le Boban Game où ils mènent de, je crois, 19 points ou 21 points, et puis Boban rentre et il fait un chantier, ils sont incapables de l'arrêter et ils perdent le match sur la fin. C'est peut-être là où c'est une déception. Enfin, je sais pas si Pierre t'es d'accord, mais en fait, si l'équipe avait sombré sans Millsap ou avec les blessures et serait revenue et aurait raté les playoffs d'un chouïa, tu te dis ok, ils étaient dans la course aux playoffs il y a un mois et ils perdent des matchs qui sont pas censés perdre. C'est impensable de perdre contre Memphis à l'heure actuelle. C'est exactement ça. S'ils ont fait des erreurs de calendrier, de parcours et autres qui font qu'ils sont dans la position où ils sont maintenant. Et en fait, quand tu regardes rapidement les séries de matchs qu'ils ont fait, il y a très peu de fois ils ont passé les 3 victoires. D'ailleurs, je sais même pas s'ils les ont passé 3 victoires d'affilée. Alors oui, ils perdent rarement des grandes séries de défaites, mais toutes les équipes de haut de tableau à l'ouest, il y a eu des grosses séries de victoires. Et c'est comme ça que d'ailleurs Portland est remonté, comme Utah est remonté. Et eux, ils n'ont jamais réussi à être en parfaite osmose et être bien pendant un bon moment pour vraiment remonter au classement et s'assurer une bonne place. Et à aucun moment tu t'es dit ouais, les Nuggets pendant ce mois-ci ils ont été super dominants, ils étaient vraiment injouables, voilà. Ils étaient toujours en dilettante entre des bonnes performances, des gros matchs et des matchs moyens voire très mauvais contre des équipes faibles, quoi. Et est-ce qu'on peut mettre ça sur le dos, parlons de l'équipe, hein, est-ce qu'on peut mettre ça sur le dos de leur défense vraiment, qui leur empêche d'avoir parce qu'en fait, typiquement, la défense te permet de te déplacer. Si t'es une top 15 défense, au moins t'arrives et tu sais que même si tu mets pas dedans, t'as toujours une assise défensive. Là où Denver reste une mauvaise défense, une très mauvaise défense même. Déjà l'an dernier, ils étaient dans les derniers de la ligue. Il me semble qu'ils étaient dans le bottom 5 de la ligue en défense. Et puis cette saison, ça s'est pas vraiment amélioré. Enfin, ils ont un defensive rating qui est à 108, mais leur attaque ne compense pas assez le fait que leur défense soit mauvaise. Donc du coup, ils se retrouvent avec un net rating moyen, alors que c'est l'une des meilleures attaques de la ligue. Et comme tu dis si bien, la défense permet de voyager. Et comme ils n'ont pas une bonne défense, ils ont un mauvais bilan à l'extérieur, tout simplement. Parce que si tu te bases uniquement sur ton attaque, le jour où ton attaque ne fonctionne pas bien, tu es en difficulté. Et Pierre, ça passe notamment par la défense du pick and roll. Je sais que tu m'as envoyé un message horrifié en train de regarder la défense sur pick and roll des Nuggets. Non, c'est un constat assez rapidement que tu fais, mais sachant que les Nuggets
joue la plupart du temps avec Jokic ou Plumlee, voire les deux d'ailleurs, par certains passages. C'est des grands joueurs qui peuvent pas leur permettre de switcher sur les écrans, comme font certaines équipes et pour lesquelles ça marche très bien. Et du coup, la plupart du temps, pour limiter la casse, entre guillemets, notamment Jokic, il reste très loin du pick and roll, il reste très loin, presque dans la raquette, et il regarde presque les autres joueurs, ouais, il drop, voilà, et il regarde les autres joueurs faire le pick and roll, et du coup, sur la plupart des meneurs, avec la plupart des meneurs maintenant, ou des ailiers qui prennent les écrans, tu peux assez rapidement te faire sanctionner, quoi. Et le rôle du défenseur sur le porteur de balle, donc qui subit l'écran, est d'autant plus augmenté, parce qu'il doit et anticiper qu'il va prendre un écran, et défendre le joueur, et l'amener du bon côté, et le gêner sur le tir. Et il y a même une situation sur le match d'hier où, contre Washington où Barton, je crois, anticipe qu'il va prendre l'écran. Du coup, Bradley Beal le passe et Jokic est resté complètement de l'autre côté dans la raquette. Et Bradley Beal marque and one parce qu'il est en retard. Et c'est assez problématique à ce niveau-là. Et c'est pas que de la faute de Jokic, à mon avis, il y a aussi de la faute de la politique, de défensive et du coaching. Mais il y a un problème à ce niveau-là. Je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Notamment, ce qui est bizarre dans la défense de Denver, c'est que parfois tu as des bonnes séquences individuelles dans une défense collective qui est mauvaise en fait. C'est-à-dire que tu as des joueurs qui tiennent bien leur vis-à-vis et tout ça. Tu as des joueurs qui individuellement sont bons sur le joueur qui a le ballon, mais à côté, tu as plein de manque de communication. J'ai l'impression aussi qu'ils se font pas forcément confiance. T'as beaucoup de surprotection. Genre, t'as un gars qui anticipe que son coéquipier va faire une erreur, qui finalement il fait pas l'erreur, mais il est pas dans une bonne position pour défendre son joueur et ça décale toute la défense. Donc je pense qu'il y a beaucoup de surprotection. Je suis d'accord avec toi, mais c'est signe que c'est irrégulier en fait, parce que tu as des joueurs comme par exemple Harris qui sont capables de défendre très bien, mais il y a des fois où il y en a qui le font pas, où ils se font passer, ou donc tu anticipes l'erreur. Je suis d'accord avec toi. Et en fait, vu leur profil athlétique, parce que Murray est pas petit, il manque pas de tonicité ou autre au poste de meneur, Harris est capable de défendre. J'ai tendance à dire que Barton et Chandler pourraient à peu près défendre correctement, mais il manque de la constance, il manque des repères collectifs là-dedans, quoi. Et surtout, le vrai problème, je pense, c'est Will Barton. T'en as déjà parlé sur l'action que t'as citée, Pierre, contre Washington, tu parles de Will Barton, et le fait est que Malone fait, parce que son poste 3 est vide en dehors de Wilson Chandler, il a souvent fait jouer Will Barton à ce poste 3, et c'est pas possible. Ça te donne un 5 avec 3 arrières, et ils se font trouer défensivement. C'est pas un hasard si toutes les line-up qui se font trouer défensivement des Nuggets, toutes ont un point commun, c'est que Will Barton est dedans, et bien souvent en 3. C'est que tu peux pas, il fait pas 2 mètres, Will Barton. Mais c'est assez bizarre d'ailleurs que Denver, quand tu regardes le 5 majeur, par exemple, ils ont le 5 majeur classique avec Wilson Chandler au poste 3, ils ont un net rating de plus 10 en 345 minutes. En regardant tout leur line-up, comme tu en as cité quelques-uns avec Will Barton, tous les line-up qui ont joué plus de 50 minutes sont en positif, sauf celui où il y a Will Barton qui a moins 1. C'est un bon joueur, Will Barton, mais je pense que on ne fait juste pas jouer à son poste naturel, c'est tout simplement ça. Puis il serait parfait en sortie de banc, en poste 2, où tu vois, avec le ballon en main et pour prendre des tirs, et avec les blessures et autres, il a pris un rôle un peu plus important que ça. Et moi, par rapport à leur défense, on met beaucoup la faute sur Jokic et autres, mais Jokic a un des meilleurs ratings défensifs de l'équipe en même temps, quoi. Et tu vois, c'est collectif. Je pense pas qu'individuellement, oui, il y en a qui défendent moins bien que d'autres, c'est forcé, c'est obligatoire, mais ils auraient les moyens pour moi de défendre mieux que ça et de proposer autre chose, et ça se fait pas par envie ou par manque d'envie ou autre, mais il manque quelque chose à cette équipe défensivement, quoi. Et alors, est-ce qu'un changement de coach pourrait les aider ? C'est ce qui se trame un petit peu, sûrement, mais il faut que les joueurs passent un cap aussi individuellement, qui se disent maintenant, on sait qu'en attaque on peut défoncer l'équipe en face, mais il faut que défensivement on assure aussi, quoi. Mais après, comme tu disais, Will Barton, c'est pas forcément de sa faute, c'est pas un mauvais joueur, c'est juste que Wilson Chandler était mauvais, on va dire les choses comme elles sont. Wilson Chandler était assez mauvais, donc du coup il a forcé, Malone était obligé de modifier son 5 majeur pour trouver un équilibre. Le joueur qui est plus intéressant pour moi à mettre au poste 3, c'est Torrey Craig, qui est leur Torrey contract, qui lui pour l'occasion c'est un vrai poste 3.
Sauf que il peut pas jouer tout le temps vu qu'il a une question de jour et puis il prend des minutes à d'autres joueurs, mais je trouve que l'équipe est bien plus équilibrée quand lui joue au poste 3. Alors que c'est un moins bon joueur intrinsèquement que Will Barton, mais c'est un joueur qui joue sur sa position. Parce que Wilson Chandler, par exemple, aujourd'hui, c'est plus un poste 4 et Will Barton, c'est plus un poste 2. Donc les joueurs jouent à des postes où ils sont pas les meilleurs. Et puis même le rôle qu'on tend à lui donner, ça me fait penser un peu à ce qu'on disait la semaine dernière sur le Magic. Ça donne c'est un trop gros costume pour Will Barton. Mais on va revenir sur ce qu'a dit Pierre là. C'est clair qu'actuellement, Coach Malone, il est sur c'est même plus sur le siège éjectable. C'est clairement beaucoup de fans Ses valises, elles sont prêtes là. Ah oui, beaucoup de fans des Nuggets demandent son limogeage, en partie parce que, comme tu l'as dit, la défense, elle est pas au rendez-vous. Or, c'est un coach défensif. En théorie, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment en théorie, hein. Oui, en théorie, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'on fait du côté de Denver? Est-ce que c'est parce que je reformule ma question, mais on est bien d'accord que, n'empêche, cette saison va forcément appeler à du changement. Oui, ouais. Il leur faut un nouvel élan pour aller chercher plus haut les saisons d'après, parce que tes joueurs majeurs sont la plupart jeunes et vont encore progresser. Il faut que tu les amènes à un niveau au-dessus avec pourquoi pas un autre coach qui a une politique défensive surtout différente, parce qu'offensivement en soi c'est vraiment bien ce qu'ils proposent avec les joueurs qu'ils ont. Ils auront, je pense, très rarement des problèmes, mais c'est qu'il faut qu'ils passent ce cap défensivement et c'est peut-être pas le coach qu'il leur faut. Il leur faut peut-être un autre coach qui les amène plus haut dans le classement et vers les playoffs et vers les sommets de la conférence, quoi. Malone, c'est bizarre Malone. D'ailleurs, j'ai une petite stat sur lui. Si jamais Denver ne fait pas les playoffs cette année, en 51 ans d'existence, ce sera la première fois qu'un coach qui est resté 3 ans aux Nuggets n'a pas fait les playoffs au moins une fois. C'est vrai que Denver, juste parenthèse, c'est une franchise, elle a peut-être pas de titre, mais elle est souvent là en playoff. Ouais, c'est bizarre. En plus, Malone qui était arrivé quand même avec une certaine hype de ce qu'il avait fait à Sacramento. Et force est de constater que finalement, c'est pas forcément le coach c'est pas forcément le meilleur coach pour cette équipe. Il propose des combinaisons bizarres, il a une gestion des line-up assez particulière. Je trouve que parfois il brûle des temps morts pour rien, vraiment pour rien. Il a des choix bizarres. Mais après, on n'est pas à l'intérieur, on ne sait pas ce qui se passe. Mais ça semble ne plus être le bon coach pour cette équipe. On dirait qu'il a un peu le syndrome Scott Brooks, tu vois. Il fait grandir les joueurs, mais il n'est pas forcément le bon joueur pour faire tout ce qui est technique et tactique. Mais à ce niveau-là, justement, par rapport à ce qui se passe dans le vestiaire, tu l'as dit en off, toi, Tom, qui avait pas forcément, c'était un vestiaire de mec calme plutôt, et on sait que Malone c'est un volcan comme coach. C'est un coach qui ça, c'est sûr. Est-ce qu'en cela c'est pas quelque chose de bon? Moi je me dis à l'heure actuelle que les problèmes de Denver, alors certes il y a pas mal de problèmes de rotation, et c'est vrai que par exemple l'association Plumlee-Jokic ça aurait dû s'arrêter il y a bien longtemps, et il faut arrêter de continuer ça. Mais je me dis que Malone, de 1, il est clairement pas aidé par son personnel, parce que je reste persuadé que en dehors de Jokic, on lui jette souvent la pierre, mais c'est globalement, il y a des gros problèmes au niveau des défenseurs à Denver, et le fait est qu'au niveau de l'attitude du coach, je trouve qu'il tend à être pas mal pour Denver, parce que je vois mal Denver mettre quelqu'un d'assez calme et de posé, parce que ça va devenir une équipe totalement léthargique. Ouais, je suis d'accord avec toi, ouais. Mais oui, par rapport à son personnel, c'est sûr que déjà il a pas de vrai poste 3, il a pas d'élite défenseur. Il y a Millsap qui devait vraiment jouer ce rôle de glue guy et qui devait amener une autre envie, une expérience autre défensivement, et il a été blessé la plupart de la saison. Là il est hors de forme, c'est pas le vrai Paul Millsap qu'on a vu ces dernières saisons. Et voilà, t'as personne qui peut te tirer vers le haut cette défense là, et il leur manque ça. Mais ouais, je suis assez d'accord, même si je trouve que sur les extérieurs, Gary Harris est quand même un défenseur plus que solide. Certes, il fait pas partie de, je pense pas qu'il fasse déjà partie de l'élite, mais il est dans le tiers un peu au-dessous, quoi. Mais c'est un défenseur plus que sérieux et très solide, je pense.
Après, à l'intérieur, enfin, on en revient à Paul Millsap, mais Paul Millsap qui vieillit. Donc oui, c'est un joueur qui est intelligent, qui pourra faire les lectures et tout ça, mais qui n'a plus forcément les moyens de pouvoir s'opposer aux joueurs et être aussi efficace physiquement. D'ailleurs, enfin, j'ai regardé un petit peu ce qui s'est passé lors du match face aux Lakers et la défense de Paul Millsap sur Julius Randle, il pouvait rien faire en fait. Après, personne peut rien faire sur Randle. Honnêtement, quand Randle il se met en mode bully et je rentre dans les gars et les gens tombent, tout ça, il pouvait rien faire. Donc, c'est pas non plus évident. Donc, je sais pas ce qu'ils pourront faire. Enfin, je sais vraiment pas ce qu'ils pourront faire. Mais après, en les regardant jouer, t'as vraiment l'impression que, tu vois, on a parlé du retour de Paul Millsap. Ils sont trop nice guys en fait. Tu sens que personne ne veut marcher sur un peu comme ce qui s'est passé à OKC au début de saison, où tout le monde essayait de ne pas marcher sur les plates-bandes de l'autre. Et du coup, ils sont pas naturels. Enfin, quand tu vois Millsap, Jokic, tout ça, ils sont pas naturels. Tu sens qu'ils essayent de pas trop se gêner. Je pense qu'ils veulent trop bien faire. Et du coup, ça marche pas. Mais défensivement, je pense ce qui pose vraiment question, c'est Murray-Jokic et ta relation 1-5 qui est difficile. C'est pas un hasard. Pierre a parlé du pick and roll. Tu regardes, alors certes, les stats défensives, il faut vraiment les prendre avec des pincettes, mais sur le pick and roll défensif, les seules équipes qui sont plus mauvaises que les Nuggets cette saison, attention, préparez-vous, les Hawks, les Nets, les Suns, les Kings et les Mavs. Alors clairement, quand t'es en groupe avec ces équipes-là cette année, c'est qu'il y a un léger problème, défensivement. Et c'est vraiment ça à ce niveau-là. Et bien sûr, Jokic. On va peut-être parler un peu de Jokic parce que moi, je trouve ça toujours fabuleux quand t'écoutes un podcast qui soit américain ou autre sur Denver. 80% de la conversation, en fait, se porte sur Jokic. J'écoutais encore Full Court Press, qui est un podcast américain et qui ont, en fait, un podcast par semaine qui s'appelle Fixing, c'est-à-dire arranger ou pas reconstruire. Réparer les choses. Ouais, réparer telle ou telle équipe. Ils ont fait un épisode sur Denver et moi, je m'amusais à remarquer qu'en gros, 80% de la conversation a été liée à Jokic. Donc, je trouve que même c'est une question qu'on peut se poser, est-ce qu'on a trop tendance à tout ramener à Denver sur Jokic et surtout sur le fait que Jokic ne peut pas défendre, Jokic ça, Jokic ci, et quitte à minimiser l'impact du joueur qui est immense. Je suis d'accord avec toi là-dessus, ouais. Et après, je pense qu'il y a aussi une part de frustration, parce que quand tu vois ce que Jokic peut faire en attaque et la tonicité qu'il a sur ses appuis ou à la vitesse où il peut poser le pic et enchaîner en roulant vers le cercle et tu vois, il le fait vraiment vite et il le fait vraiment bien. Et tu te dis défensivement en quoi il peut pas aussi bien bouger ses pieds et se déplacer latéralement. Et cette part de frustration, je pense, joue ce rôle-là où du coup tu parles beaucoup de lui. Mais c'est loin d'être le seul problème. Bien sûr qu'il te limite défensivement parce que c'est pas Rudy Gobert, c'est pas un joueur de ce type-là. Mais il y a d'autres gros problèmes, quoi. Ouais, c'est vrai que il est facile à pointer du doigt en fait parce que physiquement tu le vois, tu te dis voilà, il est lent, machin, voilà, tu sens que c'est un gars à chaque fois qu'il aura un pick and roll que voilà, il sera sur des patins dans un bac à sable, tu te dis voilà, il sera pas il aura des problèmes d'agilité et tout. Les gens aiment bien se moquer de ça, mais je pense que il montre qu'il a de la mobilité, mais je pense que c'est peut-être aussi une question de moteur. J'en avais parlé une fois quand on avait évoqué les problèmes défensifs de Towns. C'est un joueur qui doit faire tellement offensivement, tout tourne tellement autour de lui offensivement qu'il n'a peut-être pas encore assez de coffre et de moteur pour pouvoir le faire des deux côtés du terrain. Donc du coup, il penche plus d'un côté que d'un autre et c'est peut-être pas encore la bonne solution. Et en cela, et justement, je suis totalement d'accord avec toi, Tom, et j'allais en parler. Jokic est 11e de la NBA, toute la NBA en termes de ballons touchés par match. C'est un intérieur. L'attaque, il est en attaque, il joue que 31 minutes par match en plus. Ouais. C'est ça qui est affolant. Et il a vraiment un rôle en attaque, même s'il touche beaucoup la balle, mais contrairement à certains meneurs, il la garde pas, mais il la touche quand même, il est impliqué. Donc, ce qui fait qu'en plus, dans une équipe de Denver, et en plus, si tu rajoutes l'altitude, on peut comprendre qu'il soit pas le pivot le plus dominant défensivement, même s'il faut avouer aussi que, il rechigne à défendre. Faut être honnête. Ouais, c'est ce point-là, il rechigne parce que tu le vois sur des situations
où il défend plus ou moins bien, il bouge pas trop, enfin plus ou moins mal, et il bouge pas trop, etc. Et dès que la balle est récupérée, tu le vois courir en contre-attaque ou tu le vois courir pour aller essayer de marquer, quoi. Et donc tu te dis, il est pas cramé en fait, il a juste pas envie, quoi. Après, oui, il y a sûrement des problèmes de fatigue et autres, mais tu peux pas le remettre la cause que sur ça. Je pense qu'un joueur NBA est censé être prêt, et dans le cas où il est vraiment cramé, en attaque il te produit moins au bout d'un moment aussi, c'est obligatoire. Dans ce cas-là, il doit sortir. Enfin, tu vois, j'ai du mal à me dire que le gars s'économise vraiment en défense et qu'arrivé en attaque, il arrive à être flamboyant. Enfin, ça me paraît trop gros, quoi, que ce soit que ça. Après, c'est un joueur, enfin, offensivement, tu sens que c'est quand même quelque chose. Enfin, Jokic, c'est vraiment particulier offensivement. Franchement, c'est. Il y a pas de mots. Il y a pas de mots pour décrire. Enfin, c'est un joueur qui est un peu victime du syndrome Marc Gasol. Enfin, je trouve qu'il est parfois trop collectif. Et même pas pour remettre en cause son agressivité, hein, mais c'est juste que parfois tu sens qu'il est pas tranchant et qu'il veut à chaque fois faire la meilleure action, sauf que parfois tu obtiens plus de résultats en faisant une action qui n'est pas forcément bonne. Et ça reste un joueur, et même en attaque, c'est là où ils ont parlé justement dans le podcast que j'ai cité, Full Court Press, où en fait, il faut savoir que Jokic, on le critique, etc. défensivement, mais en attaque, il pose des problèmes. Quant à Jokic et Millsap qui sont extérieurs, et qu'en fait, derrière, mais il donnait l'exemple du match contre les Cavs, où en gros, c'était un mec comme Jordan Clarkson qui se retrouvait à protéger le panier, en fait. Ouais. Ce qui est défensivement, ce qui est pour les équipes qui affrontent Denver, une catastrophe. Tu te retrouves avec les deux intérieurs au large, ça pose des vrais problèmes pour l'équipe. Et par rapport à Jokic, je vous laisserai enchaîner. Juste une stat qui prouve bien qu'on peut le critiquer, mais le mec est totalement ultra important à Denver, mais dans des proportions qu'on s'imagine pas. Depuis le All-Star Break, quand il est sur le terrain, le net rating de Denver est positif, il est à 7.8. En gros, ce qui les met dans le top 3 NBA, si on compare une équipe, les Raptors sont à 8,2, donc en gros, ils seraient dans le top 3, top 4 NBA quand Jokic est sur le terrain. Quand il est pas là, ils sont à moins 8,4, c'est 29e de la ligue, à titre de comparaison. Ouais. Après, donc le delta, il est énorme. Moi, j'aime vraiment bien, on a un peu tapé sur leur défense, mais par contre, offensivement, j'aimerais vraiment bien ce qu'ils proposent, notamment autour de Jokic, parce que sur les situations où il est utilisé au large, que ce soit avec la balle en main, où il va faire des dribbles end-off avec le Murray ou Harris, ou sur des situations où il pose écran, il va faire passe, il va poser l'écran. Et après, sinon, dos au cercle, 25% du temps, c'est un post-up, je le trouve encore plus indéfendable, quoi. Parce que il est grand, il est lourd, et en même temps il est adroit, et en même temps tu sais qu'il est capable de sortir une passe presse dans le dos, derrière la tête pour le joueur qui a coupé, quoi. Et ça devient vraiment redoutable à défendre. Et là-dessus ils utilisent vraiment bien et Jokic et les joueurs qui y a autour de lui, c'est-à-dire plutôt des shooters, notamment poste d'arrière, et qui portent moins la balle. D'ailleurs, petite stat sur Jokic pour montrer son impact même au niveau de la ligue. Depuis 2015-2016, depuis son arrivée dans la ligue, sa première année, il a toujours fini premier au real plus-minus. Toujours. Et ça, il est encore premier cette année. Son impact, il est fou. C'est ça, en fait. Je pense que Jokic, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions autour du fait que est-ce qu'on peut construire ou pas sur lui. Moi, je pense qu'il apporte tellement offensivement, il est tellement dominant que si tu adaptes ce qu'il y a autour, tu peux avoir une grosse équipe. Il faut arrêter, je pense, de dire que Jokic, oui, t'auras jamais une défense top 5, mais si tu es 12-13, mais que tu blindes, par contre, ça c'est clair que tes ailiers doivent envoyer du bois défensivement, il n'y a pas de doute, ça doit être des monstres, ça c'est clair, parce qu'il faut compenser, mais c'est pas Jahlil Okafor, tu peux te débrouiller avec Jokic. Je trouve qu'on est très dur avec lui, quand même. Honnêtement, avec le groupe, avec Murray, Harris et Jokic, t'as quand même 3 joueurs sur le futur sur lesquels tu peux parier. Et si t'arrives à les équiper avec un ailier qui peut défendre et qui peut tirer et éventuellement porter un petit peu la balle, mais c'est injouable. Ouais, c'est ce que tu vois, c'est ce que je pensais. Tu mets Paul George dans cette équipe-là, honnêtement, c'est très très fort. Vous pensez pas justement, je peux pas, j'ai une idée de trade pour Denver, mais je peux pas la donner parce que je la garde pour la mock draft. Il y a 3 mois. Je prépare mes pions. Je peux pas la donner, mais vous pensez pas non plus que Denver, vu
tu as Jokic et Millsap, des mecs qui peuvent s'écarter, t'as Jamal Murray, qui est un exceptionnel shooter, t'as Gary Harris aussi, très bon shooter, c'est une des rares équipes NBA qui a le luxe de pouvoir prendre peut-être un ailier qui soit juste un défenseur, avant tout. Vraiment défenseur, quitte à ce qu'il soit pas le meilleur des attaquants, même un attaquant moyen, mais ils ont cet avantage de pouvoir le cacher. Juste si le mec sait rentrer dans une raquette et profiter des largesses, il y a très peu d'équipes en NBA qui peuvent faire ça. J'ai le droit de te griller la politesse ou pas? Vas-y. Trade. Non, vas-y, je parlerai après. Bah, le truc, c'est que je sais pas si justement ils peuvent se permettre. Le fait de faire ça va faire qu'ils vont diminuer une de leurs forces pour renforcer un petit peu une faiblesse. Je pense pas qu'un joueur va faire qu'ils vont passer dans le top 15 défensif, alors que ce joueur-là, en le mettant, ils peuvent sortir du top 10 offensif. Donc je pense qu'en faisant la moyenne du sol, je suis pas persuadé que ce soit une bonne chose. Après, tant mieux que vous soyez pas d'accord, hein, ça nous permet de discuter aussi. Parce que ils ont quand même fait une partie de la saison avec Wilson Chandler qui depuis le All-Star Break est pas mal, mais avant ça, était quand même sacrément catastrophique. Et Pierre, non, ce n'est pas André Robertson que je vais envoyer. Non, mais c'est un exemple qui pourrait clairement marcher dans ce que tu décris, parce qu'il serait défenseur élite du côté du terrain et il pourrait apporter ce surplus de culture défensive. Et offensivement, honnêtement, il a pas de tir, enfin voilà, mais si tu l'utilises bien sur des coupes, sur des backdoors, sur autres, il peut être intéressant et c'est ce que a fait OKC avant sa blessure. Et je me dis qu'avec Jokic, avec Robertson qui tourne autour, avec les autres joueurs qui peuvent tirer, ça pourrait être intéressant. Et tous, ils savent passer en plus. Ouais, c'est ça le truc, ils savent tous passer. Il y a justement à ce sujet-là un article de Danny Shaw de The Ringer qui parle justement de comment entourer une licorne. Vu que Jokic peut être aussi considéré comme une licorne, vu qu'offensivement, point center, c'est un joueur c'est pas un joueur classique, on va dire, c'est pas un pivot classique au sens classique du terme, ce qui ne veut rien dire bien sûr. Ben en fait, certes, ce sont des profils qui te permettent d'avoir plus de largesse dans la construction de ton équipe, mais ce sont aussi des joueurs qui te nécessitent d'avoir un personnel aussi très flexible. De l'autre côté. Après, c'est une licorne spéciale, Jokic. Hein. Elle n'est pas la même couleur que les autres, quoi. Parce que niveau athlétique et niveau du jeu, c'est pas du tout pareil parce qu'il a ce côté vraiment ball handler dominant, qu'il a d'ailleurs cette année parce qu'il a l'usage le plus fort. Tu vois, il est beaucoup plus capable de passer la balle et d'organiser une attaque que Towns ou Porzingis ou autre, tu vois. Ah bah, c'est clair que si avec Jokic, tu veux une très bonne équipe, il faut que c'est plus contraignant au niveau construction d'équipe qu'avec la plupart des autres superstars NBA. Ça, c'est clair que le cahier des charges, il est beaucoup plus long que la plupart des... Tu construis pas comme avec... C'est beaucoup plus difficile qu'avec Giannis ou je sais pas qui, ou Embiid. J'avais fait une analogie par rapport à lui, je me souviens plus dans quel épisode, où, moi, Jokic, il me rappelle vraiment un peu Al Horford, quoi. Hein. C'est un joueur qui augmente ton plancher, mais qui te limite ton plafond parce que tu dois avoir des pièces particulières pour que l'équipe tourne à plein régime. Ah, je sais pas, parce que alors là où je comprends, mais je pense que c'est quand même un Al Horford bien plus talentueux parce que Jokic, là où Al Horford, son problème, c'est que arrivé à un certain stade, que ce soit défensivement ou offensivement, il est limité. Il tape un mur. Là où je pense que Jokic, offensivement, il aura rarement des problèmes. Mais défensivement, bien sûr, là, il sera complètement à la rue. Mm-hmm. Mais je vois pas de situation dans laquelle, offensivement, Jokic, il se défait pas de son vis-à-vis. Ben, le truc, c'est que Jokic, pour qu'il soit maximisé et utilisé à la pleine mesure de son niveau, il faut que ce soit ta plaque tournante. Sauf que, aujourd'hui, si tu veux construire quelque chose et gagner, il te faut un arrière ou un ailier dominant qui soit ton principal manieur de ballon. Sauf qu'avec Jokic, tu peux pas faire ça, puisque pour le maximiser, il faut que ce soit la pièce centrale de ton équipe. Bah après, honnêtement, vu l'attaque qu'ils ont depuis plusieurs années, tu te dis que, tu vois, il y a moyen de faire de cette façon-là aussi. Et oui, il faut des pièces particulières pour l'entourer, mais je pense que Murray et Harris s'en rapprochent vraiment sur les deux postes. Et c'est l'ailier que, oui, là je suis d'accord avec toi, il faudrait un joueur beaucoup plus fort qui soit capable de défendre, un Paul George, quoi. C'est ce qu'on a décrit tout à l'heure, en gros, ou un Kawhi Leonard.
Ouais, mais ça, c'est l'élite, tu vois. Il te faut Ouais, une pièce mais élite, tu vois. Même Chris Middleton, si tu le mets là-dedans, ben, c'est pas Ouais, une mais équipe élite, tu vois. Il te faut vraiment un gars élite. ouais, mais ça c'est applicable à, c'est pas seulement Jokic, c'est applicable à Hmm. toutes les unicorns. Il te faut toujours un mec élite et le problème c'est pas tellement Jokic, c'est qu'il leur manque le mec élite. Comme l'a dit Pierre, c'est une des meilleures attaques de la NBA depuis plusieurs années. Ouais, Je pense pas qu'offensivement, le problème avec Denver reste défensif. Tant que tu es pas même dans le top 20 défensif, c'est inimaginable de faire du bruit en NBA. C'est pas possible. Et encore une fois, il y a aussi le problème dont on a déjà parlé de, de manque de constance. Tu peux pas perdre contre les Hawks cette année, les Suns et les Grizzlies. C'est pas possible. Surtout quand tu joues une place en playoff. Ce match-là, je suis désolé, c'est une faute professionnelle de le perdre. totalement. Totalement. Et Mm. c'est en cela, je pense que, pour revenir au débat Jokic, je pense que oui, c'est très 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 difficile de gagner avec lui, mais là où je suis pas d'accord, c'est que je pense que c'est très loin d'être impossible et que ça peut quand même être ta plaque tournante en attaque et tu peux viser très haut. Faut juste que défensivement, t'aies des mecs de très Très haut niveau. Faut que t'aies des mecs, ouais, faut que t'aies des Robertson, quoi. Ah ben ça, on parle de l'élite. On parle de l'élite. Ouais, mais quelle que soit l'équipe, Tom, t'as forcément des pièces élites au bout d'un moment. Tu peux pas. Oui, parce qu'en fait, tu vois, quand tu regardes l'équipe de Denver sur le papier, théoriquement, c'est une équipe, entre guillemets, parfaite, hormis le poste 3, tu vois. C'est une équipe qui est très flexible à l'arrière. Donc, ils ont un poste 1 qui est dans tout ce qui est dans l'ère moderne, c'est-à-dire qui peut shooter après dribble, qui peut provoquer, qui shoot de loin, qui peut prendre feu, qui a beaucoup progressé sur sa lecture et sur son pick and roll, donc qui est une menace loin du cercle et qui est une menace derrière la ligne à 3 points. Ils ont un poste 2 qui est un two-way player excellent dans tout ce qui est jeu sans ballon, qui est bon avec le ballon, qui est bon en défense et qui est pas mal en attaque, qui peut se débrouiller et même se créer son shoot. Ils ont un poste 4 polyvalent qui peut shooter de loin, qui peut défendre, un pivot qui peut aussi défendre un peu au large. Et ils ont Jokic qui est entre guillemets une icône, qui est une plaque tournante offensive et qui peut faire énormément de choses sur le terrain. Mais le truc, c'est que malgré toute la flexibilité que tous ces joueurs-là t'apportent, il te manque le poste 3. Et le poste 3 qu'il leur faudrait, c'est un poste 3 qui est vraiment élite, tu vois. Genre Kevin Durant ou Kawhi Leonard ou Paul George. Sauf que ça, c'est là où je suis pas d'accord, c'est que ça s'applique à toutes les équipes NBA, ça. Toutes les équipes NBA pour gagner ont besoin d'un poste 3 élite. C'est pas juste Denver, c'est tout le monde. Personne qui a gagné récemment, faut remonter parce qu'en fait le truc c'est très simple, c'est que pour gagner à un moment tu dois taper LeBron, donc tu tapes pas LeBron avec n'importe qui. Ouais, c'est ça. Et il faut remonter quand même à Dallas et après tu peux encore remonter en arrière pour trouver une équipe qui gagne sans un ailier qui est pas top 5, parce que je suis désolé mais Iguodala, la finale qu'il fait en 2015, ça... il est exceptionnel et il faut regarder aussi ce qu'il y a en face. Bref, tu vois, c'est là où je comprends. Même à l'époque des Mavs où Sean Marion est quand même assez incroyable. Il fait une grosse finale, donc c'est pour ça où je comprends l'idée, mais je trouve que ça s'applique à tout le monde. C'est pas le problème simplement de Denver. Mais genre par exemple si juste à titre de comparaison, si genre à partir de quel joueur par exemple dans la NBA actuelle, hein, quel joueur les mettrait candidat au titre à l'aile? Si tu dois mettre juste un ailier, un ailier qui fera de cette équipe un candidat au titre, tu mets qui? Qui peut faire de cette équipe à l'aile aujourd'hui un candidat au titre? Kawhi. Bah les classiques, enfin LeBron, George, KD, George, il y a déjà débat. Ouais. George, il y a vraiment débat. Giannis, mais ça pose des vrais problèmes sur comment tu peux construire, mais Giannis le fait automatiquement, je pense. Après Giannis aujourd'hui c'est plus un 4, mais bon dans l'idée voilà, tu vois, c'est très select. Mais je suis d'accord. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est très select, tu vois. Encore pour certaines équipes, tu rajoutes entre guillemets que Paul George, ça peut le faire, ou Jimmy Butler ou Gordon Hayward, ça peut le faire. Tu vois, je suis même pas sûr que si tu leur rajoutes Gordon Hayward, ça va faire un candidat au titre. Ouais, il leur faut vraiment élite, tu vois. Oui, mais qui récemment était un candidat au titre ultra sérieux sans un de ces... Il y a quoi? Il y a Houston. Aucune équipe récemment était... En fait, ouais, le problème là, il viendra... Ou les Warriors avec Harrison Barnes.
Le problème, du coup, il vient pas de Jokic ou les autres joueurs. Non. Problème, c'est qu'il en faut un, en fait. Voilà, c'est juste ça. Voilà, c'est ça. Donc, c'est là le point final. Enfin, c'est juste qu'il leur faut un ailier qui soit capable de faire ce qu'on a cité. C'est juste ça. Et quand ils l'auront, ils passeront vraiment ce cap de prétendant au titre. Mais Pour moi, l'instant, j'ai peur qu'ils le trouvent pas parce qu'il faut un gars élite. Ouais, mais comme pour tout le monde. Oui. C'est une chasse que font 30 équipes NBA pour 4 mecs. C'est pour ça que les mecs, tout le monde les veut. Mais en soi, comme l'a dit Pierre, tout le monde en a besoin, eux aussi, mais ils font pas exception. Je sais pas, j'ai pas d'exemple là sous la main, mais une équipe, j'ai pas d'exemple comme ça. Les Blazers, la construction d'équipe est totalement différente. Ils ont besoin de quoi ? Un ailier, parce que c'est ce qui leur manque à l'heure actuelle. Aussi. C'est le problème en cela. Et après avoir passé longtemps sur ça, est-ce que vous avez d'autres choses à dire ? Je l'avais bien dit, quand tu fais un podcast sur Denver, tu parles de Jokic pendant 40 minutes. Moi, dernière chose à ajouter pour eux, c'est que financièrement, ça va être. Ils auront un petit casse-tête cet été, notamment avec Jokic, à savoir est-ce qu'ils vont activer son option pour qu'il soit à 1 million l'an prochain ou ne pas l'activer pour qu'il soit agent libre restreint cet été et pouvoir lui proposer un contrat max à voir. De toute façon, il va l'avoir, à mon avis, son contrat max. Ah bah là. Certes, sauf que j'ai peur en fait que cette équipe soit contrainte de faire des choix financiers plutôt que de faire des choix sportifs par rapport au contrat qu'ils ont signé, parce que juste en signant Jokic au max la saison prochaine, en comptant la prolongation de Gary Harris et en ne comptant même pas le cap hold de Will Barton, ils sont à 121 millions. Honnêtement, moi j'aurais aimé les voir bouger au niveau de la trade deadline, parce qu'ils ont des joueurs qui leur servent à rien, et contre quoi ils auraient peut-être pas pu avoir un joueur élite, mais ils auraient peut-être pu avoir des tours de draft, ils auraient peut-être pu avoir des joueurs utiles. Tu vois, un Kenneth Farid qui est mort, qui est mort dans l'effectif, ou même un Trey Lyles qui a eu une très bonne période à un moment et qui au final ne joue plus depuis que Millsap est revenu. Tu vois, tu as des joueurs qui certaines équipes auraient voulu aller chercher pour compléter leur effectif, et eux qui leur servent de manière moindre, et ils auraient pu faire quelque chose avec ça. Et petit à petit, à un moment, on en parlait comme de l'équipe qui avait énormément d'assets et qui avait moyen d'aller chercher quelque chose. Avec Butler, notamment, on avait parlé à un moment. Et au final, ça se diminue, ça, parce que ils sont en fin de contrat, les mecs jouent plus, donc sont en moins de valeur parce qu'ils prouvent plus rien sur le terrain. Et ils ont pour moi, un peu loupé le coche à ce niveau-là. Et ils auraient pu avoir déjà 2-3 autres joueurs utiles, type vétérans, notamment à l'aile ou autre. C'est là où ne pas faire les playoffs pour eux est dramatique, puisqu'ils ont fait le choix de faire jouer des joueurs plus ou moins confirmés en ne développant pas les autres joueurs qui sont dans la pipeline, quoi. Tous leurs jeunes joueurs, les Juancho Hernan Gomez, Trey Lyles qui joue beaucoup moins, même Malik Beasley qui voit pas le terrain, pour justement donner plus de minutes à des gars comme Will Barton parce qu'ils sont déjà meilleurs. Mais au final, ces joueurs-là ont perdu de la valeur, donc du coup, ça va être encore plus compliqué. À ce niveau-là, moi, quand je réfléchissais pour faire un trade vis-à-vis de Denver, j'étais surpris de me dire, non, mais en fait, il y a très peu d'assets comparé à il y a 2 ou 3 ans de ça. Même un an, ouais. Comparé il y a un an, ils ont très peu d'assets. Mais ils en ont quand même. Ah oui, ils en ont quand même, mais c'est sûr que c'est pas l'équipe. Enfin, c'est vrai que la perte en quelques mois, elle est assez dramatique. Rien d'autre à rajouter. On a été très long. J'avais prévenu à un moment les auditeurs. Quand on fait un sujet sur Jokic, sur Denver, on parle de Jokic pendant 40 minutes. Ils sont intéressants. C'est intéressant de parler sur eux parce que c'est atypique comme équipe. Ouais, c'est un beau casse-tête. C'est toujours, c'est intéressant. Je vous l'avais dit, moi, ça faisait des semaines que je voulais parler de Jokic parce que je trouve ce joueur fascinant. Genre, il est fascinant. Comme dans le bon, comme dans le mal, mais il est fascinant, Jokic, à regarder et à étudier, à projeter même, si tu peux vraiment, parce que c'est la question que tout le monde se pose, est-ce que tu peux vraiment être hyper haut avec lui ? Il y a plein de questions qui se posent avec ce joueur et je trouve ça, en plus de le regarder jouer, parce à voir regarder jouer, c'est exceptionnel, c'est magnifique. Donc il y a vraiment plein de trucs avec lui et c'est plutôt pas mal. Quelques mots à rajouter en plus pour finir, à part que quand même c'est assez triste quand même de pas les voir en play-off. C'est pas fait encore. Nous on est pessimiste à ce niveau-là, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise ou d'une équipe qui descend dans le classement parce que ça reste très très serré. C'est surtout que leur calendrier est dur et que même
si t'exclus, allez, on dit peut-être les Warriors ou, enfin, si t'exclus peut-être, allez, je sais même pas, il y a même pas d'équipe à exclure en fait dans le calendrier des. Il y a plus de matchs faciles, entre guillemets faciles. Tout le monde joue, ouais, voilà, tout le monde joue quelque chose. Même les Clippers, faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a certains algorithmes qui donnent plus de chances aux Clippers d'aller en playoff qu'aux Nuggets. Oui, parce que les Clippers, eux, ils ont l'avantage de jouer tous leurs concurrents directs. Donc, s'ils gagnent un match qu'ils sont censés perdre face à un concurrent direct, ils auront plus de chances. Alors que les Nuggets, ça dépend pas forcément d'eux. Alors oui, s'ils gagnent tous leurs matchs, ça peut passer, mais même, il faut que quelqu'un descende. Pour qu'il monte, il faut que quelqu'un descende. Vu le calendrier de Utah, je pense pas que Utah va descendre. Vu le calendrier de Minnesota, je pense pas qu'ils vont descendre même sans Jimmy Butler, parce que là, c'est leur calendrier, ce qui leur reste, c'est assez facile. Reste à voir les Spurs et les Pelicans. Mais même là, ils sont hauts. Et Portland, je pense pas que quelqu'un ira les chercher. Il faut que quelqu'un descende pour qu'ils puissent monter. Et c'est là où ça peut être une vraie déception, parce que on parle souvent des blessures pour les Nuggets, mais se dire qu'ils ont subi des blessures comme tout le monde et qu'ils ont peut-être pas eu, c'est un grand mot, mais ils ont peut-être pas eu l'âme là où certaines équipes l'ont eu et se sont battues. Je pense aux Pelicans, je pense à d'autres équipes aux Spurs, ouais, exactement, qui ont subi des trucs vraiment durs cette saison niveau blessures et qui seront au rendez-vous. D'ailleurs, ouais, c'est ça. Après, on en a parlé en off, mais moi, quand je vois cette équipe jouer, elle est plaisante, il y a de la folie, il y a du feu, il y a de la puissance de feu, mais il manque d'un joueur fou. Il manque un peu d'âme. C'est-à-dire que c'est très propre, c'est huilé, c'est bien fait, mais il manque d'un joueur qui joue plus haut que son talent. C'est pour ça que j'aime bien voir quand Torrey Craig est sur le terrain, parce qu'il joue dur et il apporte des intangibles à cette équipe qui en manque cruellement. Ouais, c'est vrai que c'est une équipe qui manque un peu de joueurs qui font les trucs que personne ne veut faire, de joueurs qui font le dirty work, comme disent les Américains. C'est vrai qu'ils ont peut-être pas ça, et ni de joueurs vraiment charismatiques. Là-dessus, encore une fois, je crois que c'est la nouvelle tendance. On fait des sujets de combien plus de 40 minutes sur les équipes qu'on traite.